En octobre 2008, un événement tragique a secoué une église paisible de Pennsylvanie. Un homme y fut découvert, victime d'une blessure par balle à la tête. L'enquête qui suivit plongea même les détectives les plus aguerris dans un état de stupéfaction. La victime, Joseph Musant, avait été retrouvé sans vie, affaissé sur le bureau du pasteur. La scène suggérait un suicide, une fin abrupte et désespérée. Joseph laissait derrière lui son épouse Cindy, avec laquelle il avait partagé 18 années de vie, ainsi qu'une fille et un fils, désormais orphelins et désemparés face à cette perte soudaine et inexplicable. Rose Scobb, accablée par la nouvelle du décès de son frère, s'est précipitée à Readers, une petite ville de Pennsylvanie, théâtre de la tragédie. L'idée d'un suicide était inconcevable pour elle. L'enterrement de Joe fut une affaire intime, rassemblant uniquement les proches. Après la cérémonie, Rose se rendit à la maison où son frère avait passé ses dernières années avec sa famille. Une surprise désagréable l'attendait. La maison était vide. L'absence de soutien envers Cindy Musant, la veuve, était frappante. Aucun collègue, aucun ami n'était venu la réconforter, lui témoigner de la compassion, lui présenter ses condoléances. Rose, attentive, questionna Cindy sur son existence aux côtés de Joa. La veuve entama alors le récit de sa vie passée. À un moment donné, elle évoqua leur pasteur, un certain Arthur Burton Schirmer. Rose remarqua alors une lueur particulière illuminer le regard de Cindy lorsqu'elle prononça le nom de cet homme vénéré. Cindy était secrétaire à l'église. Il n'y avait aucun doute possible. La femme nourrissait des sentiments amoureux pour le pasteur. Un secret de polichinelle qui, aux yeux de certains, frôlait l'indécence. Cindy confia à Rose qu'il y a à peine 3 mois, Arthur avait perdu sa femme, Betty. Un tragique accident de voiture lui avait ravi la vie. Un cerf surgissant soudainement sur la route avait provoqué la perte de contrôle du véhicule, qui avait percuté une barrière de sécurité. Betty avait succombé à des blessures trop graves. Au fil de leur conversation, Rose apprit que Betty était la deuxième épouse d'Arthur. Sa première femme, Joelle, était elle aussi décédée dans des circonstances troublantes. Une chute malheureuse dans un escalier, un choc fatal à la tête. L'histoire d'Arthur Schirmer glaçait le sang de Rose, qui voyait d'un mauvais œil les décès successifs de ses épouses. Un tel enchaînement était-il possible, s'interrogeait-elle, stupéfaite. Imaginez alors le tumulte qui bouleversa la vie de Samantha Musant, l'aînée de Joe et Cindy. 16 printemps à peine, et la voilà confrontée à la liaison secrète de sa mère. Un texto intercepté par hasard, où Arthur avouait sa flamme à Cindy. La jeune fille trembla. Elle connaissait le tempérament de son père, Joe, menuisier de son état. La colère paternelle, elle le savait, serait terrible. Tourmenté par un alcoolisme tenace, Joe avait mené un combat acharné contre ses démons tout au long de sa vie. Dans un geste d'espoir, il avait lui-même sollicité l'aide de l'Église, y conduisant sa famille auprès du pasteur Schirmer. Joe s'était investi corps et âme dans la rénovation du lieu sacré, façonnant avec ses mains des meubles en bois, des tables, des chaises, des bancs, des étagères, tandis que sa propre demeure se délabrait, oubliée. Un jour, Samantha, sa fille, découvrant l'idylle clandestine de sa mère, prit une décision déchirante. Sous le couvert d'un anonymat numérique, elle envoya un courriel au pasteur, implorant Arthur de mettre fin à cette liaison avec une femme mariée. Quelques semaines plus tard, Arthur et Cindy démasquèrent l'auteur de la lettre anonyme, Samantha. Ils prirent Samantha à part et lui firent comprendre son erreur. Ils nièrent catégoriquement toute liaison amoureuse. Contrainte, Samantha feignit de croire sa mère. Un jour, Joe, rongé par le doute, commença à soupçonner l'infidélité de sa femme. C'est alors que Samantha, le cœur lourd, confia ses pressentiments à son père. Elle lui avoua que sa mère entretenait une relation avec le pasteur. Dévasté, Joe se confia à Cindy, son épouse. Elle lui promit solennellement qu'elle mettrait fin à toute communication avec Arthur. Pourtant, à peine quelques jours plus tard, Joe découvrit que Cindy téléphonait secrètement à Pasteur. La veille de son décès, le 28 octobre 2008, Cindy conduisit leurs enfants chez sa sœur et interdit à quiconque de répondre aux appels de Joe. Désespéré, l'homme appela sa fille à plusieurs reprises. Puis, au milieu de la nuit, lui laissa un message vocal poignant. « Ma chérie, si tu as un tant soit peu d'amour pour moi, je t'en supplie, rappelle-moi. » Ce n'est que le lendemain matin que Samantha entendit ce message déchirant. Au moment où l'enquête débuta, le père de la jeune femme avait déjà quitté ce monde. La police de Pennsylvanie initia immédiatement une investigation, tous les éléments suggérant un acte désespéré de Joe.
Le détective Jim Wagner fut alors assigné à l'affaire. Il examina une fois de plus les indices, scrutant chaque détail avec attention. La thèse initiale des officiers de police sembla se confirmer. Aucune trace de sang ne fut obnarujna sur les lieux du drame. Cependant, des fragments de verre furent retrouvés adhérents aux semelles des chaussures de Joe. L'homme s'était donc introduit dans l'église de force, brisant une porte vitrée pour y pénétrer. Il traversa la pièce d'un pas lent, puis s'assit à la table en bois brut, une création de ses propres mains. Dans un geste désespéré, Joe sortit un pistolet et retourna l'arme contre lui. Un coup retentit, mettant fin à sa vie. Pendant ce temps, Arthur Schirmer et Cindy Ussery bénéficiaient d'alibis en béton. La demeure du pasteur se situait à environ 1 heure de l'église. Cindy, elle, passait la nuit chez sa sœur. Le suicide de Joe eut des conséquences immédiates. Arthur Schirmer fut exclu de l'église. Le détective Jim Wagner, intrigué, se pencha alors sur la vie du pasteur. L'attention de Wagner fut particulièrement attirée par le décès de Betty, la deuxième femme du pasteur, survenue à peine 3 mois auparavant. La police avait conclu hâtivement à un tragique accident de la route pour expliquer la mort de Betty. Aucune autopsie n'avait été jugée nécessaire, et le corps de la jeune femme fut incinéré dans les 24 heures suivant le drame, scellant ainsi le dossier. Tout avait commencé aux premières lueurs du 15 juillet 2008. Arthur, le mari de Betty, relatait que sa femme avait été soudainement prise d'une douleur fulgurante à la mâchoire. Pris de panique, il avait décidé de l'emmener d'urgence à l'hôpital, craignant le pire. Arthur s'installa au volant, le cœur battant. Betty, à ses côtés, prit place sur le siège passager. Ensemble, ils filèrent à toute allure vers l'hôpital. Arthur était pressé, chaque seconde comptait. Il dévorait l'autoroute, l'aiguille du compteur flirtant avec les 85 km/h. Soudain, une silhouette surgit de nulle part. Un cerf majestueux traversa la route en courant. Dans un réflexe instinctif, Arthur braqua brusquement le volant vers la droite. La voiture a dérapé, perdant son adhérence sur la chaussée. Une embardée violente l'a projeté contre la barrière de sécurité, le métal grinçant sous le choc. Un silence pesant s'est installé, brisé quelques instants plus tard par le crissement des pneus d'un autre véhicule. Un homme, Stan Dickerson, est sorti précipitamment. L'urgence se lisait sur son visage alors qu'il s'approchait de la voiture accidentée. Il s'est penché vers le conducteur, Arthur, et d'une voix forte, mais empreinte d'inquiétude, lui a demandé si tout allait bien. Arthur, le regard vague, a répondu d'un ton monocorde qu'il n'avait rien. Mais il a ajouté, avec une pointe d'amertume dans la voix, que sa femme, elle, semblait être dans une situation bien plus critique. Dans l'habitacle maculé d'écarlate, une vision glaçante. Une femme, inanimée, affalée sur le siège passager avant. Témoin de cette scène d'horreur, Stan s'empressa de contacter les secours, sa voix tremblant sous le choc. Une ambulance, sirènes hurlantes, fendit l'air et arriva sur les lieux en un temps record. Betty fut évacuée d'urgence vers l'hôpital. Ses sœurs, le cœur battant la chamade, accoururent à son chevet. Mais les nouvelles furent cruelles. Les médecins, le visage grave, annoncèrent que Betty avait subi des blessures incompatibles avec la vie. Au lendemain d'une journée éprouvante, les machines qui maintenaient Betty en vie furent débranchées. Son souffle s'éteignit. Julie et Amy, les filles d'Arthur, nées de son union avec sa défunte épouse Jewel, furent accablées par la nouvelle. Elles éprouvaient une réelle affection pour leur belle-mère. L'idée qu'Arthur, leur père, puisse leur cacher quelque chose ne leur traversa même pas l'esprit. Arthur et Betty avaient partagé 7 années de mariage, unissant leur vie 2 ans après le décès de Jewel. Pour Arthur, Betty n'était pas seulement sa seconde épouse, mais une confidente, un pilier sur lequel il pouvait toujours s'appuyer. À l'hôpital, juste après le décès de Betty, le coroner sollicita le témoignage de Pasteur sur les circonstances exactes de l'accident. Arthur maintint avec insistance qu'un cerf avait surgi soudainement sur la route. Pris de panique, il avait perdu le contrôle du véhicule qui avait percuté une barrière de sécurité. Un fracas strident avait retenti, et la voiture s'était mise à tournoyer, effectuant des tonneaux. Betty avait été éjectée. Arthur affirmait que Betty n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, la tenant pour responsable de ses blessures fatales. L'enquête fut rapidement close, concluant à un tragique accident. Pourtant, à ses filles, Arthur confia une version différente. Betty était initialement attachée, mais s'était plainte de l'oppression de la ceinture, l'empêchant de respirer. Elle s'était alors détachée, juste avant qu'un cerf ne surgisse soudainement sur la route. Aux sœurs de Betty, Arthur livra une toute autre histoire, avouant que, depuis quelque temps, sa femme avait pris l'habitude de ne plus attacher sa ceinture en voiture. Arthur insistait, convaincu de ce qu'il avançait.
Betty, d'ordinaire si calme, s'était amusée, poussée par une curiosité macabre, à provoquer l'alarme d'une voiture. Une folie, assurément. Pourtant, il en était certain, ce comportement détonnant était bel et bien le sien. Betty fut incinérée le lendemain de son décès. L'onde de choc fut si violente parmi ses amis les plus proches, que la douleur, immense, étouffa toute interrogation. Personne ne soupçonna la vérité, masquée par le deuil. 4 mois s'étaient écoulés lorsque le détective Jim Wagner remarqua une anomalie troublante dans le dossier de l'accident. Plongé dans les rapports et les clichés de la scène, un détail le frappa. L'absence de marques de dérapage, le silence des pneus hurlant leur désespoir, aucun signe de freinage brutal. Étrangement, le véhicule, hormis sa partie frontale, semblait étonnamment intact. Les coussins de sécurité étaient restés muets. L'évidence se dessinait. L'impact s'était produit à faible allure, sur une voiture en parfait état de marche. Arthur aurait pu reculer, emmener sa femme à l'hôpital. Une question lancinante hantait désormais l'esprit de Wagner. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Le choc fut d'une violence inouïe, une blessure à la tête si grave qu'elle semblait défier la logique d'un tel accident. Pourtant, un détail troublait l'inspecteur Wagner. Des taches de sang étranges, absorbées trop rapidement par le siège passager. Un constat glaçant s'imposa à lui. Si la jeune femme avait été présente lors de l'impact, le sang aurait giclé partout, mais pas ainsi, localisé et imprégné. L'évidence était implacable. Betty avait été placée dans le véhicule déjà blessé. L'enquête prit alors une tournure plus sombre, poussant Wagner à exhumer les secrets entourant la disparition de la première épouse de Schirmer. Le 23 avril 1999, une tragédie frappa le foyer d'Arthur. Jewel, son épouse, s'éteignit brutalement. Ce jour-là, Jewel s'affairait aux tâches ménagères et passait l'aspirateur sur l'escalier. Un instant d'inattention, un faux pas. Elle chuta lourdement, sa tête heurtant le sol avec violence. Arthur, lui, profitait de l'air frais lors d'une course matinale. À son retour, il découvrit l'horreur. Jewel, inanimée, gisait au pied de l'escalier, entourée d'une mare de sang. Sans hésiter, il contacta les secours. Jewel fut transportée d'urgence à l'hôpital, mais tous les efforts des médecins restèrent vains. Quelques heures plus tard, elle rendait son dernier souffle, sans jamais reprendre conscience. Les médecins avaient initialement pensé à une crise cardiaque pour Jewel. Cependant, l'expert médico-légal, lors de l'autopsie, a réfuté cette hypothèse. Le cœur de Jewel était en parfait état. L'examen a révélé plusieurs fractures du crâne, mais étonnamment, aucune autre blessure grave. En fait, il n'y avait pratiquement aucune trace de traumatisme significatif sous son cou. Si Jewel avait réellement chuté dans les escaliers, comme on le supposait, elle aurait inévitablement subi d'autres types de blessures. Face à ces incohérences, l'expert médico-légal a été contraint de classer la cause du décès comme indéterminée. Cette incertitude laissait planer un doute sinistre. La mort de Jewel pouvait être un meurtre. L'appel glaçant du médecin légiste resta sans écho. La police inexplicablement inactive face à la mort de Jewel. Pour Arthur, son mari, et leurs 2 filles, la tragédie se résumait à une chute accidentelle dans l'escalier. L'affaire fut classée sans suite en 1999. Pourtant, en décembre 2008, le détective Wagner, obstiné, obtint un mandat pour fouiller la demeure d'Arthur et Betty. La perquisition allait révéler des indices cruciaux. Dans le garage, sur le sol de béton, le regard acéré du détective fut attiré par d'anciennes taches, vestiges rouillés d'un secret enfoui. L'utilisation du luminol révéla un chemin macabre, une traînée de sang invisible à l'œil nu, partant de la porte arrière de la maison et se prolongeant jusqu'au siège passager avant de la voiture. Un récit silencieux, enfin prêt à être entendu. Le sang retrouvé plus tard s'avéra être celui de Betty. Cela suggérait qu'elle était déjà gravement blessée et saignait abondamment avant même de monter dans la voiture. Tandis que Jim Wagner et son équipe fouillaient la maison du pasteur, la police de l'État de Pennsylvanie interrogeait le pasteur Schirmer. Arthur nia initialement que Betty ait jamais saigné dans leur garage. Puis, soudain, il se souvint d'un incident survenu peu avant sa mort. Arthur expliqua qu'ils avaient transporté du bois du garage pour le ranger dans une pile à l'arrière de la maison. Au pied de cette pile reposaient des journaux. Septembre 2008. La date, gravée dans l'esprit du détective, révélait un détail troublant. Les journaux et le bois de chauffage avaient été ajoutés à la pile après le décès de Betty. Une année s'écoula. Arthur Schirmer poursuivit sa liaison avec la veuve Cindy Musanta. D'abord les week-ends, puis définitivement, il s'installa chez elle. Entre-temps,
Samantha Musanta atteignit sa majorité et quitta le domicile maternel. Peu après, elle apprit qu'Arthur était sous le coup d'une enquête, soupçonné de meurtre. L'été 2010 marqua un tournant dans la vie de Cindy. Arthur, submergé par l'amour, lui demanda sa main, scellant sa proposition avec une bague étincelante. Cindy, le cœur rempli d'espoir, accepta de l'épouser. Cette annonce, cependant, sema l'émoi dans le cœur de Samantha, sa fille. L'ombre d'un doute l'envahit, craignant que sa mère ne revive le destin tragique des précédentes épouses d'Arthur. Elle tenta d'alerter Cindy du danger qu'elle pressentait, mais cette dernière, aveuglée par son affection pour le prêtre, restait sourde à ses avertissements. Face à cette situation alarmante, la police comprit qu'il était impératif d'agir sans tarder. En septembre 2010, quelques semaines à peine après avoir demandé la main de Cindy, Arthur fut arrêté et accusé du meurtre de sa seconde épouse, Betty. La défunte ayant été incinérée, aucune autopsie n'avait été pratiquée. Les enquêteurs interrogèrent alors le docteur Wayne Ross, qui avait réalisé l'autopsie de la première femme d'Arthur, Jewel, en 1999. Ils lui demandèrent d'examiner les dossiers médicaux de Betty suite à son accident. Le docteur Ross utilisa les scanners de Betty pour reconstituer en 3 dimensions ses blessures. Il fut stupéfait de constater que les blessures de Betty ressemblaient trait pour trait à celles de Jewel. « Soyons logiques », déclara le docteur Ross. « Quelle est la probabilité que 2 femmes épousent le même homme, subissent toutes 2 des lacérations sur le côté droit de la tête, décèdent toutes 2 de traumatisme crânien, et ce, dans des circonstances étranges ?» Quelques mois après l'arrestation de Schirmer, le docteur Ross se rendit en compagnie des enquêteurs à la demeure de Pastorius, là où Jewel, la première épouse, avait succombé à ses blessures. Leur objectif était de mettre à l'épreuve la version d'Arthur, selon laquelle Jewel avait trébuché sur l'aspirateur et chuté dans l'escalier. Ils reproduisirent la scène à de multiples reprises, précipitant des mannequins le long des marches afin d'étudier les mécanismes d'un potentiel traumatisme mortel. Le docteur Ross parvint à la conclusion que les lésions de Jewel ne correspondaient pas à une simple chute. Son analyse l'orientait plutôt vers un coup porté à la tête avec un objet contondant, peut-être un tuyau ou une barre de fer. Malgré ces éléments troublants, l'avocat d'Arthur, Brendan Rich, persistait à affirmer que ces 2 décès n'étaient que de tragiques accidents. Juger une reconstitution avec un mannequin et un escalier, il trouvait cela absurde. L'avocat affirmait qu'une véritable expérience nécessiterait un être humain. Or, personne ne se risquerait à une telle chose. Pourtant, après ces tests controversés, la mort de Jewel fut officiellement requalifiée en homicide. Les filles d'Arthur et Jewel refusaient d'imaginer leur père capable d'un tel acte. Jewel avait été frappée à la tête une 15aine de fois. En septembre 2012, Arthur Schirmer, déjà incarcéré pour le meurtre de Betty, fut inculpé du meurtre de Jewel. Dans un premier temps, Arthur fut jugé pour l'assassinat de sa seconde épouse, Betty. L'avocat, Maître Pasteur, le défendit avec acharnement, insistant sur l'absence de mobile. Arthur Schirmer, impassible et sans verser une larme, a nié toute culpabilité lors de son procès. La main posée sur la Bible, il a juré de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Le 8 janvier 2013, près de 4 ans après la mort de Betty, Schirmer comparut enfin devant la justice. Le procureur le dépeignit comme un monstre sinistre, un homme dont l'existence entière était tissée de mensonges. Les preuves accablantes contre l'ancien pasteur étaient en multiples. Des traces de sang de Betty retrouvées dans le garage, du sang imbibé dans le siège passager avant de sa voiture, et une pile de pièces de monnaie intactes sur le tableau de bord, défiant les lois de la physique lors de l'accident supposé. Le mystère demeure entier quant à la présence d'un cerf sur la route, l'absence d'impact sur le véhicule, laissant planer le doute. Arthur suscita l'étonnement et l'incompréhension. Après la crémation de sa femme, son choix d'urne, orné d'un cerf majestueux, déconcerte. L'atmosphère se charge d'une ironie amère, d'une blague de mauvais goût. Le procès révèle un adultère inattendu. Une femme témoigne, confessant une liaison de plusieurs années avec Arthur. Leur rencontre, fortuite, a eu lieu au sein même de l'église. Elle se sentait alors fragile, vulnérable. Arthur, profitant de sa faiblesse, l'a entraînée dans des rendez-vous furtifs, dans le secret de chambres d'hôtel. Ces rencontres, bien que rares, environ 3 fois par an, se sont prolongées pendant plusieurs années. Leur relation se limitait à l'intimité physique, dépourvue de toute affection ou engagement plus profond. Arthur Schirmer, bien qu'il sût que Pasteur était marié, entretenait une liaison avec sa maîtresse. Au tribunal, il nia avoir une relation avec cette femme alors qu'il approchait la trentaine. Pour justifier ses actes, il admit que sa femme, Betty, et lui n'avaient plus de relation intime depuis des années. La ménopause avait éteint tout désir chez Betty.
Arthur affirmait qu'il devait se tourner vers des films pour adultes et des rencontres occasionnelles pour satisfaire ses besoins masculins. Après une délibération de 90 minutes, le jury déclara Arthur Schirmer, 64 ans, coupable d'assassinat au premier degré de sa seconde épouse, Betty. Condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, Arthur Schirmer voyait son destin scellé. Il n'avait pas assassiné Betty, mais sa présence, si peu de temps après la mort de Joseph, le mari de Cindy, avait créé un malaise profond. Pour les enfants endeuillés, l'arrivée d'Arthur était une blessure supplémentaire, ravivant la douleur de la perte récente de leur père. Les sœurs de Betty éprouvèrent un soulagement amer à l'annonce du verdict. Justice était faite, mais Betty ne reviendrait pas, tout comme Joseph Musant avait été emporté. Ironiquement, sans l'obstination de la sœur de Joseph, Rose Cobb, l'attention ne se serait jamais portée sur le pasteur Schirmer. Il avait été établi que Joseph s'était lui-même tiré dessus, un acte qui avait indirectement mis Arthur sous les feux de la rampe. Seules les filles d'Arthur et Ariana, la fiancée de Cindy, offraient un soutien inconditionnel à l'homme qu'elles aimaient. Ariana le défendit avec acharnement lors du procès. Bien qu'ils n'aient jamais uni leur vie par les liens du mariage, Cindy se considérait comme l'épouse de Schirmer, un lien forgé dans l'adversité et le tumulte. Entre les bras de sa famille recomposée, elle tisse des liens étroits avec les filles de son compagnon, les considérant comme ses propres enfants. Un sentiment mutuel les unit, et elle les épaule avec tendresse dans leur rôle de jeune maman. Cependant, un fossé infranchissable la sépare de Samantha, son aînée. Ma relation avec ma mère? Inexistante. Nous sommes devenues des étrangères l'une pour l'autre, elle a tellement changé, confie Samantha, le cœur lourd de cette distance irréversible. Elle n'est pas celle qui m'a élevée, non, pas ma véritable mère. Je nourris l'espoir secret que Cindy puisse un jour percer le vernis, découvrir le véritable visage d'Arthur, le voir tel qu'il est réellement. L'ombre plane toujours, tenace et sombre. L'affaire non résolue de Joe Schirmer, la première épouse d'Arthur, hante les mémoires. L'enquête suit son cours, lentement, inexorablement. Pourtant, Cindy Musanti reste un pilier de soutien pour Arthur, affirmant avec une confiance absolue qu'il est innocent, qu'il n'a rien à se reprocher.